Bonjour Monsieur Castera. Bonjour. Donc je me présente, je suis Françoise Le Guével et je suis membre du CAPFD, c'est-à-dire du conseil APF de département. Et donc je vous laisse vous présenter. Merci, bonjour, je suis Yves Castera, pardon, il ne faut pas trop que j'aille sur la droite. Yves Castera, je suis candidat aux élections législatives avec Marie Kasmarek, notre pouvoir d'agir pour le bien commun. Et je suis ravi d'avoir répondu à cette belle invitation pour essayer de construire ensemble quelque chose. Alors Monsieur Castera, nous allons vous interviewer dans le cadre des législatives, parce que nous avons pu nous apercevoir que le handicap était un peu l'idée oubliée des programmes. Donc nous allons recevoir plusieurs candidats. Et en règle générale, les personnes jouent le jeu et nous avons des réponses positives. Donc, nous allons commencer par vous. Parfait. Alors, première question. Donc, essayez d'y répondre à peu près en 1 minute, si c'est possible, s'il vous plaît. Alors, en tant que député, quelle sera votre première priorité envers les personnes en situation de handicap? Alors, en tant que député, en 1 minute, la première chose, c'est un peu les fondamentaux de notre candidature, c'est de faire des acteurs locaux, et en particulier en termes d'associations et de collectifs sur le handicap, de faire de ces acteurs locaux nos partenaires. Nous ne sommes pas des experts, nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants du handicap et des personnes en situation du handicap. Nous n'avons pas votre expérience et votre expertise. Donc il faut absolument qu'à travers notre candidature, quand nous rentrons à l'Assemblée nationale, avec nous, c'est vous qui rentrez à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, ma première disposition, c'est de créer d'abord une permanence parlementaire dans laquelle vous aurez toute votre place. Il y aura une salle comme celle-là à peu près, ou une salle réservée aux acteurs locaux. Quand un débat sera à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, eh bien, avant, nous aurons travaillé avec vous dans cette permanence parlementaire et vous nous aurez expliqué toute la problématique vis-à-vis de ces débats-là que nous porterons à l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, deuxième question, Monsieur Castera. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double de la moyenne nationale, 15% contre 8%, et que la moitié des emplois salariés dans notre département s'exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Comment prévoyez-vous d'aider les employeurs des PME et des PMI pour les inciter à faciliter l'embauche et la formation des personnes en situation de handicap? Là, c'est tout le volet de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie active, dans la société que nous devons construire tous ensemble. Alors effectivement, et je rajouterai les TPE, les PME, les PMI et les TPE. Les personnes en situation de handicap, c'est une valeur ajoutée aussi pour ces entreprises-là. Donc effectivement, il faut aider les chefs d'entreprise à pouvoir inclure dans leur dispositif d'entreprise toutes ces personnes-là. Voilà. Alors pour ça, effectivement, il faut des aides. Quand on voit que les TPE et les PME ont déjà du mal à payer leurs dirigeants une fois qu'elles ont payé leurs salariés, et c'est mon cas, moi je suis artisan, et quand j'avais des employés, je payais d'abord mes employés et moi, je me payais ou pas. Et souvent, je ne me payais pas. Voilà. Donc, il faut retrouver une certaine sérénité au niveau des TPE, des PME et des PMI. Et quand on aura cette sérénité-là, eh bien, on aura la possibilité d'avoir des personnes en situation de handicap. Ça doit devenir une priorité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et ça, je pense que ça va transparaître dans toutes vos questions. Les personnes, alors je me répète, mais les personnes en situation de handicap doivent construire la société avec nous, avec eux. Nous devons la construire avec eux. On doit s'imbriquer les uns avec les autres pour construire cette société-là. C'est à travers les TPE, c'est à travers les écoles, mais c'est à travers l'agriculture, c'est à travers l'industrie, c'est à travers le textile, c'est à travers l'éducation nationale, etc. On ne doit pas sectoriser ces personnes-là dans un domaine. Il faut les assembler dans tous les domaines. D'accord.
Alors, pensez-vous que la loi Ségur a amélioré la situation dans les structures médico-sociales? Ah ben, la loi, le Ségur de la santé a été pour moi une réponse, c'était un peu l'extincteur d'Emmanuel Macron face à une crise de la santé forte qu'il y a eu pendant le Covid. Pour moi, pas plus. On se rend compte aujourd'hui que le Ségur de la santé n'a pas pris en compte tous ces dispositifs. Alors je vais essayer, en une minute c'est un peu compliqué, alors j'essaie d'être concis, de prise en charge, alors de prise en compte, en charge des personnes en situation de handicap. Par exemple, quand on dépose des saisines, quand on fait des saisines, et qu'il y a 3-4 ans, avant que des décisions soient prises, eh bien on n'a pas une prise en charge de la santé sur ces personnes-là, on a une prise en charge sociale. C'est-à-dire ce sont des éducateurs, en gros, qui vont remplacer cette prise en charge. Et notamment vis-à-vis des jeunes. Donc le Ségur de la santé n'a réglé aucun problème vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quand à un moment donné, une personne va être en situation de handicap et en échec scolaire par rapport aux jeunes, parce qu'elle est en situation de handicap, on va déposer des dossiers, mais ces dossiers vont être instruits et il y aura des décisions par rapport à ces dossiers-là que dans 3-4 ans. En attendant, on fait quoi de ces personnes-là? Eh bien, c'est une réponse sociale et pas une réponse de la santé. Donc là, le Ségur de la santé, non, n'a pas répondu, et en termes de dispositifs, et en termes de financement, à cette question-là. D'accord. Que veut dire, selon vous, le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap? Alors, quand on parle d'inclusion, c'est qu'il y a eu de l'exclusion avant. Donc, quand on parle d'inclusion, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend compte que cette personne est exclue et qu'il va falloir l'inclure. Alors, est-ce que c'est une forme de digestion de la personne dans une société, c'est-à-dire on la prend et puis elle va être banalisée dans tout le reste? Ça, c'est une première façon de voir les choses qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne. Ou alors, l'inclusion, c'est pas l'inclusion de la personne en situation d'un jeune en situation de handicap dans la société, c'est aussi la société qui doit être en phase d'inclusion vis-à-vis de ces personnes-là. On est toujours dans l'idée de, on va prendre quelqu'un, alors c'est souvent des postures électoralistes, voilà, de bienséance, on prend une personne, on la met quelque part, et voilà, on l'inclut, quoi. Hein. Vous voyez, elle a sa rampe pour monter à tel endroit, etc. Elle a tout ce qu'il faut, on l'inclut. Non, c'est pas ça. L'inclusion, c'est pas ça. C'est de prendre en compte ces personnes-là en termes d'estime de soi, c'est de prendre en compte les problématiques de la société vis-à-vis de la société, et pas que vis-à-vis du handicap. Parce que si on inclut une personne, un jeune vis-à-vis du handicap, c'est-à-dire qu'on étiquette cette personne sur le handicap. Cette personne est une personne humaine, bien loin des préoccupations uniques du handicap, mais une personne humaine qui a envie de boire, qui a envie de danser, qui a envie de faire l'amour, qui a envie de plein de choses, de rencontrer des hommes, des femmes, et la société doit inclure toute cette problématique-là, pas uniquement la question du handicap. Alors, quelles sont, d'après vous, les plus grosses difficultés rencontrées par les aidants et les familles? Alors moi-même j'ai été aidant, mais je ne vais pas faire de mon expérience une idée générale. Le problème des aidants, c'est déjà la perte de leur emploi. Déjà, des gens qui travaillent et qui deviennent aidants, pour la plupart perdent leurs emplois. Il y a aussi, pour être bénévole à la Ligue contre le cancer, il y a aussi des aidants qui sont très jeunes. Quand vous avez, parce qu'il y a des familles monoparentales, et vous avez un des parents donc, qui va être ou en situation de handicap ou atteint d'une maladie grave, eh bien vous avez un jeune qui va être aidant. Sur le plan de la scolarité, c'est dévastateur, et l'école souvent est avertie très très tard parce que le gamin va pallier à ce problème. On ne va pas le voir au premier abord. Donc la situation d'aidant vis-à-vis des enfants, on n'en parle jamais, et pourtant elle est préoccupante, elle est là, elle est prégnante. Et puis, les aidants, eh bien, progressivement s'excluent de la société, restent dans la maison, s'occupent de leurs parents, et la société, ça devient presque le sujet tabou. Alors, il y a eu des tentatives de réponse par Emmanuel Macron sur la question des aidants. On ne peut pas le nier, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut que les aidants aient un statut, un véritable statut. Voilà. D'accord. Alors là, je vais vous poser 3 questions
sur lesquels vous pouvez, s'il vous plaît, me répondre rapidement, presque oui, non. D'accord, c'est très compliqué ça. Je ne sais pas. Parce que moi je suis beaucoup dans la nuance, et c'est très compliqué. Je ne Mais sais pas. allez, je vais faire On se l'effort. lance. Je joue le jeu. Alors, connaissez-vous le montant de l'AAH? Non. Connaissez-vous les différents types de handicap? Je serais prétentieux de dire ça. J'en connais beaucoup, mais non. Les différents types, non. Êtes-vous pour revenir à l'obligation de 100% de logements accessibles dans le neuf que la loi aidant a supprimé? Ah oui. Ah oui. 100% et à tous les étages. Et ben voilà. On a fini. Voilà, je vous remercie, Monsieur Castéra. Ah non, non, merci voilà. à vous. Et vraiment, merci à vous. C'est une belle rencontre. Cette rencontre, c'est la deuxième qu'on a ensemble. Et j'espère que vraiment, toute cette problématique-là va être prise en compte dans les institutions. Nous l'espérons aussi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Cramp, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation au nom d'APF France Handicap. Le but de cet entretien, c'est de réaliser une courte interview afin de connaître votre sensibilisation et vos préoccupations au sujet du handicap. Tout d'abord, je vais vous laisser un petit moment pour vous présenter. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie moi aussi de votre invitation et je suis très heureux de venir participer à cette interview. Donc, je suis Jérôme Cramp, je suis candidat aux législatives sur la 2e circonscription pour le Parti des radicaux de gauche. Je suis maire de Bordères-sur-l'Échesse et vice-président de la communauté d'agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Et professionnellement, je suis gérant de 2 bureaux d'études, un bureau d'études spécialisé dans le bâtiment et l'accessibilité, et également un bureau d'études spécialisé dans la voirie, l'eau et l'assainissement. Voilà. Je vous remercie. Notre entretien va se composer de 2 parties sur 5 questions dans un premier temps, sur laquelle nous vous demanderons de bien vouloir nous répondre sous une forme assez brève de 1 minute à 1 minute 30. Et on complétera ça par 3 questions flash concernant le handicap. Je vais vous proposer notre première question. En tant que député, si vous êtes élu, quelle sera votre priorité envers les personnes en situation de handicap? En priorité, moi je suis donc adhérent radical de gauche, quelqu'un de très attaché à l'humain et comme vous le savez, je me présente pour succéder à Jeannine Dubié et donc ça ne vous échappera pas que ma priorité, ça sera de continuer le travail qu'elle a mené et notamment un sujet important qui est pour la proposition de loi sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui est un sujet qui a été mené avec détermination par Madame Jeannine Dubié qui a fait l'objet d'un vote bloqué du gouvernement et de la ministre Cluzel et puis on a été très heureux de voir qu'entre les 2 tours, le candidat Macron a ressorti ce dossier des cartons et a lui-même dit qu'il fallait en reparler. Donc j'étais heureux pour Jeannine Dubié parce qu'on avait beaucoup échangé sur ce dossier-là, puis ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble pour préparer la suite. Donc ça, pour moi, ça fera partie des priorités. C'est vraiment une mesure de justice sociale et de traitement équitable entre les personnes qui souffrent de handicap. Donc ça sera la priorité, mais pas que, c'est surtout de manière globale. Moi, je prône une société solidaire et inclusive. Il faut que les personnes souffrant de handicap soient inclus dans la vie, surtout dans tous les aspects, depuis le plus jeune âge, dans l'éducation, l'accès à l'emploi, qui est une problématique aujourd'hui importante pour les personnes souffrant de handicap, et ensuite l'accès aux soins, l'accès à la vie publique, l'accès à la vie associative, et puis bien sûr l'accès au bâti, que je connais particulièrement en tant que professionnel du domaine et puis élu, qui est aussi, d'une manière globale, un minimum, et surtout une mesure qui évite de faire de la discrimination envers les personnes souffrant de handicap. Merci beaucoup. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double de la moyenne nationale, 15% pour 8%, et que la moitié des emplois salariés dans notre département s'exercent dans les entreprises de moins de 50 salariés. Comment prévoyez-vous d'aider les employeurs de PME-PMI pour les inciter à faciliter l'embauche et la formation des personnes en situation de handicap?
Alors effectivement, dans les Hautes-Pyrénées, on est un territoire plutôt à TPE, PME, c'est ce qui fait un peu la richesse de notre département. Donc demain, si je suis élu, en tant que chef d'entreprise, je connais le sujet aussi, il faut qu'on incite et qu'on accompagne les entreprises sous forme de financement, un financement qui vraiment incitera les entreprises à recruter des personnes souffrant de handicap, un financement 5 000, 8 000 euros, un financement qui soit significatif et qui vraiment, je dirais, incite les entreprises à faire cet effort-là. Également, accompagner les entreprises aussi sur de la mise en accessibilité de locaux, puisque certaines entreprises aujourd'hui qui ne sont pas classées en ERP n'ont pas fait l'effort d'améliorer leurs locaux, et aussi les accompagner pour qu'ils puissent ouvrir l'emploi à des personnes souffrant de handicap, quel que soit le type de handicap. Mais il y a, je dirais, du travail pour tout le monde, et surtout en ce moment, on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre sur le département, et il faut qu'on puisse ouvrir à tout le monde et proposer aux personnes souffrant de handicap d'accéder à l'emploi. Merci. Pensez-vous que la loi Ségur a amélioré la situation des structures médico-sociales? Alors, sur les structures médico-sociales, comme je dirais de manière globale dans les structures médico-sociales et structures personnes âgées, bon, la loi Ségur a donné quelques moyens supplémentaires. Aujourd'hui, le constat est factuel. On manque de personnes aidantes au plus proche des personnes souffrant de handicap, ou de la même façon des personnes âgées dans les maisons de retraite. Et pour moi, c'est l'autonomie et le grand âge, c'est quelque chose qui est lié sur des sujets comme ça. La loi Ségur a été un premier pas. Bon, c'était une réaction suite aux événements, à la crise Covid et autres. Il y a besoin aujourd'hui vraiment de mettre des moyens financiers pour que les personnes en institut médico-social soient vraiment dans un cadre de vie le plus proche possible on va dire, de la réalité de la vie, et surtout de façon inclusive, de façon à pouvoir leur faire vraiment partager l'ensemble des activités de ce qu'ils pourraient faire ailleurs. Donc des moyens doivent être encore mis en place sur le personnel, notamment le personnel spécialisé, qui aujourd'hui est une pénurie, puisque voilà, j'ai échangé encore ces jours-ci avec la responsable de l'Institut, et il m'a expliqué la problématique du recrutement dans ces métiers-là. Merci. Que veut dire selon vous le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap? Et pour moi, l'inclusion, ça veut tout simplement dire qu'un enfant en situation de handicap doit pouvoir, comme les enfants qui ne souffrent pas de handicap, suivre le même cursus en matière d'éducation, en matière d'accès à la vie associative, pouvoir participer à un maximum d'activités, y compris dans le sport, et vraiment, je dirais, ne pas le faire souffrir de discrimination, et vraiment, je dirais, l'inclure dans la société, au milieu des enfants de son âge, tout au long de son cursus de vie, de façon à ce qu'il puisse s'épanouir et vraiment, et puis de manière globale participer aussi à ce que l'image des personnes qui souffrent de handicap, je dis, change, parce qu'il y a un mauvais regard, il y a des regards discriminatoires qui sont portés sur la population souffrant de handicap, et les enfants en souffrent. Je pense qu'il est important de pouvoir les faire participer à toutes les activités, à un cycle d'éducation normal avec les autres, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette discrimination visuelle. Merci. Une question maintenant qui va être sur les aidants et les familles. Quelles sont d'après vous les plus grosses difficultés rencontrées par les aidants et les familles? Alors pour moi, elles sont de deux ordres. Déjà, donc, les aidants et les familles, bon, déjà un aspect financier, sont des personnes qui cessent leur activité professionnelle ou qui réduisent leur temps de travail et qui ont besoin d'avoir un revenu minimum pour pouvoir être proche d'un membre de la famille et donc s'occuper au quotidien. Et également, je suis quelqu'un, comme je disais, qui prône pour toutes les valeurs humaines, et en matière aussi, quand on parle loi de retraite, réforme de retraite, aujourd'hui c'est un grand sujet. Moi je défends une position qui n'est pas un âge de retraite à 65 ans, mais tenir compte lorsqu'on calcule la pension de retraite de quelqu'un des aléas de la vie, et notamment les aidants
qui ont, à un moment donné, sacrifié leur carrière professionnelle pendant un laps de temps plus ou moins important. Et il faut que ces étapes de la vie soient prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. Et c'est pour moi quelque chose qui, aujourd'hui, est préjudiciable pour les aidants qui se trouvent à la fin de carrière sanctionnés alors qu'ils ont sacrifié une partie de leur vie. Et au contraire, non seulement pendant cette période-là, ils n'ont pas eu l'aide nécessaire, mais en plus, ils sont sanctionnés à double titre au moment de la liquidation de leur pension. Donc je suis favorable à une réforme des pensions de retraite, non pas sur l'âge ou autre, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais par contre pour la prise en compte humaine de la vie d'un travailleur, la pénibilité, mais également le fait d'avoir fait à un moment donné des sacrifices pour aider. Merci beaucoup. Nous allons terminer maintenant sur une série de 3 questions flash, comme on peut dire. Est-ce que vous connaissez, M. Cramp, le montant de l'AAH? C'est 960 €. D'accord. Et est-ce que vous connaissez les différents types de handicap? Handicap physique, handicap cognitif, handicap visuel, handicap, j'ai dit auditif, oui, handicap auditif. Vous ne l'aviez pas dit. Non, pardon, excusez-moi. Handicap auditif, cognitif, visuel, moteur. Bon, je m'en oublié. Voilà, c'est marrant, mais il n'y a pas de... Ouais. Et dernière question, est-ce que vous êtes pour revenir à l'obligation de 100% de logements accessibles dans le neuf que la loi Elan a supprimé? Tout à fait. C'est un recul qu'a initié cette loi, alors que la réglementation avait imposé, et puis pour moi ça devait être une volonté de rendre au moins les logements transformables accessibles, mais comme c'est le cas aujourd'hui, notamment sur les Pyrénées, où les organismes sociaux font ce type de travaux. Donc oui, il faut réimposer, et puis également de manière générale, au niveau des collectivités, continuer le travail de mise en accessibilité, qui aujourd'hui n'est pas achevé, en fléchant des subventions dédiées à la mise en accessibilité ERP, de façon à ce que les communes n'aient pas le choix, enfin je dis les communes, les départements aussi, bien sûr, les collectivités en général, puissent faire aujourd'hui ces subventions, le financement est pris sur des financements globaux de la DETR par exemple, et on a encore trop d'établissements publics qui ne sont pas accessibles. Et la voirie, n'en parlons pas. Merci, M. Cramp. Ça montre bien que même sur une question flash, on pourrait encore en parler pendant longtemps. Il me reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté à ce petit jeu de questions-réponses. C'est avec plaisir. Tous nos remerciements. Avec plaisir. Merci à vous. Donc bonjour Arnaud, bonjour madame. Je suis donc Serge Duvanoir, je suis le candidat sur la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées. Je suis âgé de 60 ans, j'ai 2 enfants. Je suis membre également du Conseil national, du Rassemblement national. Et j'ai été candidat aux élections régionales sur la liste de Jean-Paul Garot l'année dernière. Et j'étais tête de liste également au municipal en 2020. Voilà sur une brève présentation de moi-même. Eh ben, moi je vais me présenter, donc bonjour. Bonjour Arnaud. Et moi je m'appelle Arnaud Bual et je suis membre au niveau de l'EPF France Handicap, bénévole, et je m'occupe de plusieurs activités. Très donc bien. ce qu'on va faire maintenant, je vais vous poser des questions. Oui, avec plaisir. Et vous m'en posez ou vous m'en posez pas, comme vous voulez. Très bien. Alors, donc, première question. Donc, d'abord, ça va être des questions ouvertes et après des questions qui sont un peu fermées. D'accord. Donc, question ouverte, la première question. En tant que député, Oui. quelle sera votre priorité envers les personnes en situation de handicap? Alors, des priorités, il y en a bien entendu plusieurs. Si je peux me permettre, est-ce que je peux faire tout d'abord un bilan du quinquennat Macron qui est écoulé? Je dirais Arnaud que le bilan de notre président Macron, il est indigne. Il est indigne parce que, notamment, je parle notamment des délais aussi pris par les médecins départementales, notamment pour les personnes handicapées, pour instruire les demandes pour adultes handicapés, par exemple, ces délais sont très longs, ils sont excessivement longs. Ils sont aujourd'hui de 6 mois.
La promesse de rattraper ce retard qu'avait émise le président Macron et les promesses, et ce retard pris par la France d'ailleurs en ce domaine, est inacceptable. Est inacceptable. Parce que, notamment sur les centres de dépistage précoce aussi, hein, pour tout ce qui est handicap et notamment autisme, on a pris également beaucoup de retard. Il manque aujourd'hui, Arnaud, 14 000 places. Il manque 14 000 places dans les structures spécialisées d'accueil pour les personnes handicapées. Le gouvernement avait promis, je me souviens très bien, il avait promis 3 500 places dès 2022. Ce ne sera pas fait. Ce ne sera pas fait. On n'est pas dans les clous. Voilà. En plus, la promesse du président Macron d'augmenter l'allocation adulte handicapé de 100 €, elle s'est traduite au mieux, Arnaud, par une augmentation, il faut le dire, de 9,60 €. Voilà. Donc vous voyez, il y a, si je suis élite député, hein, ce dont je souhaite bien naturellement, il y a effectivement beaucoup de travail à mener dans le cadre de la condition des personnes handicapées. C'est primordial, c'est primordial. Il n'y a pas de sous-citoyen. Bon. Deuxième question. Oui. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage de personnes en situation de handicap est presque le double de la population normale. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Nationale. Donc 15% contre 8% actuellement. Tout à fait. Et à ce sujet, la formation et l'emploi des personnes en situation de handicap n'ont pas bénéficié des progrès conséquents. Je m'explique. Vous l'avez dit, Arnaud, le taux de chômage des personnes handicapées est aujourd'hui 2 fois supérieur au taux global. Le gouvernement, d'ailleurs, avait annoncé en octobre 2019 qu'il faisait du développement de l'apprentissage pour les personnes handicapées une mesure phare. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Quant au taux obligatoire des personnes en situation de handicap, il est fixé à 6%. Il n'a jamais été tenu non plus. Nous ferons en sorte, à l'Assemblée, par des amendements, de faire tenir ce taux. Par des amendements, il n'y a même pas d'amendement à faire dans la mesure où ça avait déjà été voté. C'était 6%. Donc ça doit être 6%. Il faut simplement aujourd'hui le faire appliquer, ce taux. Et nous ferons en sorte de le faire appliquer. Oui. Je passe à une question. Pensez-vous que la loi Ségur améliorerait la situation dans les structures médico-sociales? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a toujours un manque de place dans les structures. Hein. C'est peut-être aussi l'une des conséquences du peu d'attention qu'on porte aux personnes handicapées. Et moi, personnellement, ça me révulse. Je trouve ça inadmissible. Encore une fois, je vous le dis, Arnaud, il n'y a pas de sous-citoyens. Et cette loi Ségur, effectivement, non, elle n'a pas apporté satisfaction. On est toujours en manque de place dans les structures adaptées. C'est indéniable. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. On avait promis, le gouvernement avait promis 3 500 places pour 2022 et cet objectif ne sera pas atteint. Il ne sera pas atteint. Alors, la question 4, que veut dire selon vous le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap? Alors l'inclusion pour un enfant, alors je le vois, je suis aussi près de l'éducation nationale et on pratique effectivement beaucoup l'inclusion aussi dans les écoles, hein, les écoles inclusives, etc. Notamment chez les enfants autistes aussi. Il y a des enfants autistes qui ont besoin, ou simplement même que ce soit un autiste, que ce soit une personne avec un lourd handicap, au sein des structures scolaires, ces personnes sont accompagnées par des ESH, qui elles-mêmes aussi, ces ESH sont en manque total de formation et je dirais sont quelque part aussi les délaissés. Hein. Il faudrait, je pense, aussi les revaloriser. Alors j'espère avoir répondu à votre question sur l'inclusion. Hein. Effectivement, c'est un sujet qui mérite également qu'on s'y attarde beaucoup. Je conçois. 5. Alors, quelles sont d'après vous les plus grosses
difficultés rencontrées par les aidants et leurs familles? Alors, les difficultés par les aidants. Alors, je dirais, là, je viendrai à parler de la déconjugalisation. Parce que la déconjugalisation, alors j'ai un cas justement, je prends un cas personnel, j'ai un couple d'amis proches de moi à qui on vient de couper le pied de la dame, et elle a demandé, elle a sollicité donc une allocation dans ce cadre-là. Eh bien, on lui a dit maintenant votre conjoint travaille, Arnaud, on lui a dit votre conjoint travaille, par conséquent, elle n'a droit à rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit, au même titre que les autres, pouvoir rémunérer cette personne à son handicap et pouvoir, en même temps, par cette rémunération, faire que l'aidant aussi lui vienne en aide, parce que je peux vous assurer que pour lui aussi, c'est pas évident du tout, quoi. C'est pas évident du tout. Sur la déconjugalisation, oui. Alors il y avait déjà eu une proposition de loi qui date du 19 octobre, je l'ai sous les yeux, du 19 octobre 2021, voilà, qui stipule qu'une personne en situation de handicap ne doit pas être pénalisée pour avoir fondé un foyer. Ce barème permettant d'établir les droits au titre de l'allocation adulte handicapé ne devra en aucun cas, c'est la proposition de loi du 19 octobre 2021 qui le dit, ne doit plus en prendre en compte la situation du conjoint. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une allocation spécifique pour rémunérer, pour aider, disons, la personne qui aide la personne en situation de handicap. Donc là, on va passer aux questions fermées, flash. Donc il y en a 3. Connaissez-vous le montant de l'AH? Alors, le montant de l'AAH, le montant de l'allocation est de... Je suis désolé. Le montant de l'AAH, approximativement 300 euros, non? 300 euros. Je l'ai plus en tête, je l'ai pas en tête. Connaissez-vous les différents types de handicap? Là, vous avez les handicaps moteurs, les handicaps physiques, le handicap mental, le handicap physique, moteur, oui, les personnes qui ont des handicaps mentaux, des handicaps physiques naturellement, tout ce qui est... je pense qu'on a fait un peu le tour, oui, je crois, du handicap. Êtes-vous pour revenir à l'obligation de 100% de logements accessibles dans le neuf que la loi Elan a supprimé? Oui, absolument, c'est important. 100% accès handicapé, 100% à l'accès handicap pour les nouveaux logements. Oui, ça me paraît une mesure qui est totalement adaptée, oui. Et on devrait imposer aujourd'hui aux constructeurs d'avoir des logements qui soient oui, adaptés aux personnes handicapées. Oui, ou un pourcentage de logements au sein des résidences qui effectivement devraient être accessibles aux personnes handicapées. Effectivement, bien sûr. Alors je me permets de revenir sur l'allocation. Vous m'avez parlé de l'allocation parce que c'est un chiffre qui me revient maintenant. Je crois qu'il est de l'ordre de 900 euros, me semble-t-il. Ça me revient. Voilà, je vous ai dit 300 euros tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Il est de l'ordre de 900 et quelques euros. Bon, je finis pour les questions. Maintenant, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, disons que moi je voudrais ajouter. Moi je voudrais que soit appliqué. Alors c'était une mesure de Marine Le Pen, c'était faire appliquer une loi relative justement à l'accès, notamment aussi dans les transports publics. Je vous prends pour exemple le métro de Paris. Le métro de Paris, je l'ai là, je l'ai sous les yeux également. Il y a seulement 3% des stations de métro à Paris, Arnaud, qui sont accessibles aux personnes handicapées. Alors que vous en avez dans le même temps 88% à Tokyo. Vous en avez aussi dans le même temps 82% à Barcelone.
Il y en a 18% seulement aussi à Londres. Alors je pense que, vous voyez, Paris fait office de mauvais élève en la matière, et c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Moi je dis, il est indispensable pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dignement. C'est indispensable. Il faut lever tous ces obstacles auxquels ces personnes sont toujours confrontées. Ça me paraît nécessaire, ça me paraît évident, et ça doit être une nécessité absolue de pouvoir enfin s'occuper dignement de la condition des personnes handicapées. Voilà ce que je pouvais encore ajouter. Moi, je dirais que pour terminer, si on doit en terminer, moi je compte qu'il faut garantir aux personnes porteuses de handicap leur juste place dans la société. Il faut leur accorder cette juste place parce que c'est un enjeu. Ce serait sinon une indignité nationale que de ne pas plutôt s'occuper des personnes porteuses de handicap. Alors, je vais terminer simplement en quelques mots. Ce que je regrette simplement, vous voyez, c'est que voilà, Marine Le Pen, dans son programme pour la présidentielle, avait un programme clair. Il y avait 7 points qui étaient totalement clairs, qui étaient largement en faveur du handicap, etc. Mais ce que je n'ai pas compris, il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est que Madame Pascale Ribes, qui est présidente d'AFP France Handicap, avait envoyé une lettre mentionnant qu'il fallait surtout surtout pas voter pour l'extrême droite. Alors, je laisse courrier, il est là, la déclaration France Handicap, voilà, qui appelle non à l'extrême droite pour le respect des libertés et des droits fondamentaux. Alors, je pense que moi, Arnaud, que la condition des personnes handicapées ne doit pas faire partie de lutte partisane. C'est un sujet essentiel sur lequel tous les candidats doivent se concentrer. Et recevoir donc un tel courrier de l'association France Handicap, alors, déjà je vous rassure Arnaud, je ne suis pas du tout d'extrême droite, donc je n'ai rien à voir avec ce courrier. Je suis un patriote simplement, je ne suis pas d'extrême droite. Donc pensez bien que la situation des personnes en situation de handicap va bien au-delà de toutes ces luttes partisanes et que ce courrier était un petit peu malvenu, quoi. C'est aussi pour ça que c'est là. Bien entendu. On a invité tout le monde, il n'y a pas de restriction au niveau des candidats et de leur politique. Très bien. Pour nous, ça nous regarde pas. Merci beaucoup. Désolé encore tout à l'heure pour la petite erreur sur l'allocation de handicap qui était à 900 et quelques euros, mais pas à 300 comme je l'ai dit. Par contre, juste ce truc, c'est APF et non AFP. Oui, pardon, APF. Je sais. Bonjour, je me présente, Marie-Christine Hulin, représentante APF France Handicap des Hautes-Pyrénées. Bonjour, enchantée, moi je suis Véronique Dutré, je me présente sur la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées. Donc, on va vous poser des questions pour connaître un peu vos connaissances sur le monde du handicap. Il va y avoir d'abord 5 questions, vous avez 1 minute pour nous répondre. Alors, en tant que débuté, quelle sera votre priorité envers les personnes en situation de handicap? Alors, ma priorité, donc, ce sera l'inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double de la moyenne nationale, 15% contre 8%. Et que la moitié des emplois salariés dans notre département s'exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Comment prévoyez-vous d'aider les employeurs de PME, PMI pour les inciter à faciliter l'embauche et la formation des personnes en situation de handicap? Donc par rapport à ça, justement, les personnes ont la possibilité de ne pas embaucher les personnes en situation de handicap en étant taxées et en payant ce que j'appelle une légère amende. Moi, je pense que ça, il faut le supprimer et qu'il faut donner l'accès au travail avec le pourcentage de chaque entreprise aux personnes en situation de handicap. Pensez-vous que la loi Ségur a amélioré la situation dans les structures médico-sociales? Pas exactement, il y a encore beaucoup à faire. La loi Ségur, c'est quand même une bonne loi. C'est une loi qui vient d'être lancée. Il y a eu des actions qui ont été faites, mais pas suffisantes. Et certainement pas suffisantes sur le monde du handicap. D'accord. Que veut dire selon vous le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap?
Le mot inclusion, c'est faire partie des mêmes activités, du même espace de vie que les autres enfants. Voilà ce que c'est pour moi. D'accord. Et quelles sont d'après vous les plus grosses difficultés rencontrées par les aidants et les familles? Alors, les aidants et les familles, elles ont besoin de répit. Elles ont besoin d'avoir des moments pour elles et elles ont besoin d'avoir justement des structures qui prennent en relais les personnes pour des périodes données. Ça peut être à la journée, ça peut être à la semaine, en vacances. Il faut absolument qu'elles puissent avoir des relais dans des structures dédiées. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va attaquer les questions flash. Alors, première question, connaissez-vous le montant de la hache? C'est dans les 400 et quelques. Voilà. Connaissez-vous les différents types de handicap? Oui, alors les handicaps moteurs, les handicaps, enfin tout ce qui est après physique, le handicap mental, visuel, auditif. Après, les définir tous, oui, il y en a plusieurs. Mais en santé mentale, en santé aussi physique, tous les handicaps qui peuvent balayer un petit peu ces deux domaines. D'accord. Êtes-vous pour revenir à l'obligation de 100% des logements accessibles dans le neuf que la loi Elan a supprimé? Ah oui, je suis pour l'accessibilité. Alors je pense qu'il y a un travail qui a été fait, encore une fois, parce que c'est bien de dénoncer des choses qui ont été retirées, mais je pense que c'est aussi une volonté et politique et une volonté de certaines communes de favoriser l'accès et toute cette partie accessibilité. D'ailleurs, je pense qu'à Tarbes, ça se fait. Et merci beaucoup. Voilà, avec plaisir, merci. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Pierre Arnaud. Je suis membre à l'EPF France Handicap. Je suis partie du CPFT. Donc, c'est le conseil de l'EPF départemental. Donc, voilà, je les ai. Ok, bonjour, moi c'est Grégory Korn, voilà. Donc merci de m'avoir invité ici. Donc moi je suis donc candidat de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, pour la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées. Oui. Bon, alors je vais vous poser quelques questions ouvertes. En tant que député, quelle sera votre priorité envers les personnes en situation de handicap? Alors ma priorité, j'en aurais peut-être plusieurs quand même si j'ai le droit. Il y a une mesure qui me semble emblématique, parce qu'on en a parlé durant le dernier quinquennat, c'est cette histoire de déconjugalisation de l'AAH. Bon, alors c'est emblématique, puis c'est symbolique, je trouve, de la politique qui a été menée ces 5 dernières années. Nous, clairement, on veut déconjugaliser, parce qu'on semble... ça me semble être particulièrement injuste de faire peser finalement sur le conjoint ou la conjointe la responsabilité du manque d'accessibilité de l'environnement de la personne handicapée. Donc je pense que ça, ce serait peut-être effectivement la première mesure. Alors il y en aurait d'autres. Sur le handicap au sens large, par exemple, moi je suis enseignant en lycée. Et donc, je côtoie beaucoup les accompagnants d'enfants en situation de handicap, les fameux AESH, et qui sont dans des conditions d'emploi particulièrement précaires. Donc voilà, ce serait peut-être ça la 2e mesure, les titulariser et puis leur offrir un statut digne de ce nom. Bon, la 2e question. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double de la moyenne nationale. C'est environ 15%, 8% de handicap. Donc la moitié des personnes salariées de notre département s'exercent dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc comment prévoyez-vous d'aider les employeurs des PME, PMI pour les inciter à faciliter l'embauche et la formation des personnes en situation de handicap? Ouais. Il y a l'embauche, puis il y a la formation, effectivement. Même avant ça, je dirais, il y a l'orientation aussi. C'est vrai que ça peut être une question. Le mouvement politique auquel j'appartiens avait formulé cette mesure de mettre en place des centres de préorientation, par exemple en lien avec les MDPH, pour essayer de trouver finalement une solution pour chaque personne en situation de handicap, en amont. Après, on peut avoir aussi des travailleurs, des travailleuses handicapés
qui ont besoin d'avoir un accompagnement professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer aussi sous la forme, par exemple, d'une subvention d'État. Et puis voilà, enfin, je pense que effectivement pour les PME, PMI, ça va être ce genre de mesures incitatives. Après, il y a aussi les grandes entreprises qui doivent jouer le jeu de l'embauche de travailleurs handicapés. Voilà. Après, sur la question de l'emploi, c'est vrai qu'il y a aussi la question des ESAT, donc les centres, justement, les établissements particuliers qui font travailler des personnes handicapées, où eh bien là, il y aura sans doute aussi un certain nombre de mesures à prendre pour essayer d'améliorer les conditions de travail et faire acquérir ces travailleurs au même niveau de droit qu'en population générale, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Alors maintenant, je pose la première question. Pensez-vous que la loi Ségur améliorerait la situation dans les structures médico-sociales? Bah, la réponse est non. La loi Ségur était sans doute déjà insuffisante pour le milieu médical. Et puis pour répondre à votre question, il y a une manifestation qui a lieu là dans la semaine, à laquelle on va se joindre d'ailleurs. Donc c'est au Château du Rac à Tarbes. Non, en réalité, c'est ceux qu'on appelle les oubliés du Ségur. Hein. Donc c'était la fameuse prime, hausse de salaire de 183 € par mois. Auxquels certains ont eu droit que tardivement, et puis d'autres en ont même été complètement écartés sur des critères finalement assez difficiles à entendre, qui s'apparentent plus à une forme de mépris pour certaines catégories de travailleurs. Voilà. Alors, question 4. Que peut dire selon vous le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap? Alors l'inclusion, disons que l'inclusion elle doit être recherchée partout où c'est possible, sans doute, effectivement, au sein des établissements en cursus général. Mais bon, ça veut dire qu'il faut aussi mettre les moyens en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, on parlait des AESH, mais bon, c'est vrai que c'est... disons que l'inclusion elle doit être recherchée dans la mesure où on peut la rendre, elle peut se passer effectivement de la meilleure manière possible. Et quand c'est pas possible, et dans ce cas-là, il y a des structures adaptées et qu'il faut pas non plus abandonner pour autant, parce qu'il faudrait pas que l'inclusion serve finalement à justifier le fait qu'on manque de place dans les structures spécialisées. Donc voilà, je pense qu'il faut jouer sur les deux volets et s'assurer que ça se passe bien pour les enfants d'inclusion et aussi pour les enfants qui peuvent pas finalement suivre les cours avec les autres en classe. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils soient adaptés dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc la question 5. Quelles sont d'après vous les plus grosses difficultés rencontrées par les aidants et les familles? Par les aidants et les familles, oui. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas moi-même dans cette situation. Je sais que vous, en tant que association, j'ai vu, je me suis un petit peu renseigné, puis là j'ai vu, en vous rencontrant aujourd'hui, que vous vous organisiez des cercles de parole, des aides aussi, de conseils sur tous ces sujets-là. Et puis, alors après, il y a des questions aussi financières qu'on a déjà évoquées. C'est vrai que là pour le coup, pour répondre franchement, en tant que député, j'aurais besoin plus d'avoir des billes et ça va être à vous à ce moment-là de me dire quels sont les problèmes qu'il faut essayer de résoudre et de quelle manière, en écoutant justement ce que vous, en tant qu'expert et qu'association, vous avez à proposer, à faire remonter, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous faire 3 questions fermées, questions flash. Ouais. Donc, connaissez-vous le montant de l'AH? L'AH, alors peut-être pas exactement, mais je crois qu'elle est en dessous du seuil de pauvreté. Je crois qu'elle est de 990 €, quelque chose comme ça. Alors que le seuil de pauvreté est à 1063. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire changer et mettre au moins au niveau du seuil de pauvreté. Si je ne me trompe pas. Connaissez-vous les différents types de handicap? Alors, les différents types de handicap. Alors, il y a le handicap physique, le handicap mental, handicap sensoriel aussi. Alors après, au-delà des différents types, c'est-à-dire que moi j'aime bien considérer, mais je crois que c'est la définition qu'en donne l'OMS ou les Nations Unies, c'est-à-dire considérer que finalement le handicap naît de l'inadaptation aussi de l'environnement à la personne qui est dans une situation particulière, plus que la personne elle-même. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir un débat par rapport à ça. Mais est-ce que c'est à la personne de s'adapter à son environnement ou est-ce que c'est à l'environnement de s'adapter à la personne? Bon, voilà.
Et le fait est que c'est pas, comment dire, les personnes handicapées sont dans cette situation-là, ne sont pas responsables, et donc c'est à la société de faire en sorte de pouvoir les accueillir. C'est une question de république, tout simplement, voilà, d'égalité républicaine. Oui. Et la dernière question, êtes-vous pour revenir à l'obligation de 100% de logement accessible dans le neuf de la loi Elan? Oui, tout à fait. Ça, c'est une injustice. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il doit y avoir effectivement tous les logements qui sont accessibles. On a eu l'occasion, cette semaine, justement, dans un porte-à-porte sur une cité, dans un quartier populaire à Tarbes, de rencontrer une personne qui était mise en difficulté par son bailleur social, parce qu'en fait, c'était une personne qui était en fauteuil roulant et qui avait une petite marche sur le seuil principal de l'immeuble. Et en fait, cet obstacle l'empêchait d'être autonome, alors que pour le reste, elle pouvait l'être. C'est-à-dire qu'elle avait besoin finalement d'une personne pour le faire passer ce petit obstacle. Donc elle était en conflit avec son bailleur social. C'est l'évidence, quoi. C'est-à-dire que c'est avec ce type justement de mesures-là qu'on rendra la personne réellement autonome. Et puis après, moi j'ai beaucoup à apprendre sur le sujet, mais c'est vrai que là, de discuter avec cette dame, ça m'a fait comprendre aussi comment des petits détails qui peuvent sembler insignifiants aux personnes valides, en réalité, peuvent prendre une dimension. Elle me parlait aussi, par exemple, du problème pour retirer de l'argent, qu'il y avait des automates qui étaient trop hauts pour retirer de l'argent. Enfin, c'est un truc auquel on ne se rend pas compte quand on n'y est pas confronté, quoi. Voilà. Je pense que vous avez répondu à tout, donc pas passer le tour, donc c'était un... merci. On va s'arrêter. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Voilà. C'est bien normal. Et puis, on pourra prolonger peut-être la discussion aussi. C'est normal, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bonjour monsieur. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je suis donc Rémi Trouche, membre du conseil APF de département, élu au conseil APF de département des Hautes-Pyrénées. Et à ce titre, donc, nous organisons des interviews des candidats qui se présentent aux élections législatives. Et donc, je vous remercie de votre présence. Et donc, je vais vous poser quelques questions après que vous soyez présenté. Bonjour Monsieur Trouche, alors je suis François Meunier, je suis candidat sur la seconde circonscription. Je représente également ma camarade, je suis François Meunier, je l'ai dit, je représente également ma camarade Maria Saez qui n'a pas pu venir aujourd'hui puisqu'elle est prise, elle est occupée sur Lannemezan. Et donc je suis candidat pour le Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Oui, donc je crois que je ne sais plus si je dis, je suis Rémi Trouche donc. Et donc voilà, je vous remercie au titre de l'APF de votre présence. Et donc je vais commencer par vous poser quelques questions, 5 questions. Et donc vous aurez 1 minute à chaque fois pour répondre à ces questions. En tant que député, quelle sera votre priorité à l'égard des personnes en situation de handicap? Alors, d'abord, je tiens à vous dire que je ne serai pas élu député. Donc ce que je peux vous dire, c'est ce que je pense. Et c'est ma façon de voir cette société, hein, qui bannit effectivement les exclus, qui fait de nombreuses promesses. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a plein de sujets. Il y a le logement, on est dans une société où tout ce qui concerne les services publics, l'aide à la personne, ça passe derrière les cadeaux qu'on peut faire aux groupes capitalistes. Alors ceux-là, c'est quoi qu'il en coûte, ils ont toujours été servis. En dehors, après, pendant la pandémie, c'est toujours eux qui sont servis. Et effectivement, tout ça, c'est nuisible à tout le restant de la société. Et donc, voilà, moi, comme je vous dis, je peux vous dire mes idées, je peux vous dire ce que je pense sur le sujet, mais vous savez très bien que je serai pas élu. Et ce que je pense, c'est que on a tous ensemble les intérêts communs à se battre pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient servis et que finalement tous ceux qui font tout tourner dans cette société, ils la fassent tourner pour eux. C'est ça le sens de mon combat, c'est que tous ceux qui sont en bas de l'échelle, ils peuvent diriger la société. On l'a vu.
Et on en est capable. Et c'est ça que je veux dire dans cette... Y compris donc, alors, on poserait peut-être des questions après hein, sur les problèmes, mais il y a... Je ne sais pas si on y reviendra. Oui, on y reviendra. Voilà, donc je détaille pas trop, quoi. Nous constatons qu'aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double de la moyenne nationale, c'est-à-dire 15% contre 8%, et que la moitié des emplois salariés dans notre département s'exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Comment prévoyez-vous d'aider les employeurs des PME-PMI pour les inciter à faciliter l'embauche et la formation des personnes en situation de handicap? Alors, comme vous l'avez dit, moi j'avais les chiffres précédents, hein, quand il y avait en 2020, il y avait 9% de chômeurs en France et 18% parmi les personnes handicapées. Donc c'est un scandale. Mais, alors, notamment, et c'est dans le privé que c'est moins respecté, puisque dans le privé, je crois que le chiffre est de 3,5. Donc les employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher les personnes handicapées, alors que c'est obligatoire. Dans le public, vous me direz, on n'est pas mieux lotis. Alors, je vais regarder mes chiffres, hein, parce que c'est des pourcentages. La fonction publique hospitalière compte 5,67% de salariés handicapés, 6,76% dans la fonction publique territoriale et seulement 4,65% dans la fonction publique d'État, ce qui est d'autant plus, ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est un comble, puisque c'est l'institution qui doit faire respecter les 6% pour tout le monde. Donc ça, ce n'est pas respecté. Hein, oui, alors moi je ne suis pas pour aider les capitalistes, non, je ne suis pas pour aider les patrons, je suis pour, on les aide suffisamment comme ça, qu'ils le fassent, parce que les aides, ils en ont eu pour ergonomique, etc., pour du matériel ergonomique, et puis après on ne sait pas ce qu'il en est fait. On donne les aides, et moi je suis pour un contrôle de la population, qu'on force, que chacun puisse dire, voilà, ça c'est pas fait, et que ce soit... aux travailleurs eux-mêmes de dire ce qui se passe et de donner leurs besoins. Mais non, je ne suis pas pour les aides aux groupes capitalistes, ni petits, ni gros d'ailleurs. Pensez-vous que la loi Ségur... Attendez, je veux terminer. Comme vous dites, c'est quand même les plus petits qui font le plus d'efforts. Hein, et c'est, voilà, les gros, ils préfèrent payer des amendes. Et donc ça, c'est remarquable. Pensez-vous que la loi Ségur a amélioré la situation dans les structures médico-sociales? Alors, là, là, vous me posez une question. Alors, je sais pas. La loi Ségur, elle est sur plein de, elle a plein d'aspects. Après, il y a plein de. Alors moi, ce que je peux vous dire, peut-être je suis peut-être en dehors du sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a plein de bâtiments qui sont pas aux normes, hein, qui sont pas adaptés, notamment les bâtiments publics. De nombreux ne sont pas adaptés donc aux handicaps, aux handicapés aussi bien en fauteuil qu'avec des béquilles. Alors là, j'ai des chiffres, mais alors je ne sais pas si ça considère la loi Ségur. Si vous me dites que je me trompe, si je ne suis pas dans le coup, vous me le dites. Est-ce que je suis dans le coup? C'est votre réponse. Bon, voilà. C'est ma réponse. Alors après, je sais que 70% des personnes handicapées n'ont pas de logement adapté à leur handicap. Est-ce que c'est la loi Ségur? Je ne sais pas. Mais c'est quand même, voilà, ça devrait être une priorité. Et c'est là-dessus qu'on devrait mettre quoi qu'il en coûte, plutôt que... Que veut dire, selon vous, le mot inclusion pour un enfant en situation de handicap? Là, je suis concerné, puisque moi-même, je suis enseignant. Hein. Je suis enseignant. Alors, c'est aujourd'hui une des grandes affiches de l'éducation nationale, d'inclure les enfants. Mais on voit que quand même, 8 000 à 11 000 enfants, en tout cas c'était en 2019, sont exclus de l'école. 8 000 à 11 000 enfants en situation de handicap sont exclus de l'école. Et oui, ça devrait être une priorité. Rien que, regardez, en Italie, quand il y a un enfant handicapé dans une classe, on met un maître supplémentaire spécialiste du handicap. En France, alors je dis il y a 11 000 exclus, mais même les enfants qui sont acceptés, on ne donne pas de moyens suffisants. On ne met pas de moyens supplémentaires. Alors ce qui fait qu'on fait du raccommodage. On déshabille Paul pour habiller Pierre, ou même on déshabille Paul pour ne pas mieux habiller Pierre non plus. Alors oui, c'est une histoire de moyens, et par exemple le ministre de l'Éducation, il a rendu 220 millions, là, Blanquer, il n'est plus là, mais il a rendu 220 millions qu'il aurait pu utiliser, entre autres, pour l'inclusion.
220 millions du budget qu'il avait prévu. Ça correspond à 5500 postes auprès des enfants. Le problème, c'est ça, c'est un manque de postes, et puis c'est un manque de moyens. Donc, pour moi, c'est juste ce que fait le gouvernement, c'est juste de la publicité, c'est une affiche, mais il n'y a rien derrière l'affiche. Quelles sont, d'après vous, les plus grosses difficultés rencontrées par les aidants et les familles? Ouais, c'est vrai que les aidants, ils sont confrontés parfois à ils se retrouvent souvent seuls. Et puis, comment dire? Alors, il faut, je crois que pour le handicap, il faut des aides en matériel. Alors, le matériel qui finalement, alors le matériel, comment dire, à l'organisme humain déjà de mieux fonctionner. Donc là, c'est la chirurgie. Là, je pense que c'est à peu près fait correctement. Les prothèses, les organes, les chirurgies réparatrices, tout ça, c'est fait. Mais il n'y en a pas autant pour des aides matérielles, c'est-à-dire en fauteuil, en appareil, en installation ergonomique, et puis humaine, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont embauchées pour faire ce boulot. C'est un vrai boulot. Les aidants qui sont des aidants familiaux, ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, ça n'empêche pas, ça remplace pas, je veux dire, de vrais professionnels. Alors maintenant, je vais vous poser 3 questions flash. Donc, question-réponse. Question-réponse. Alors, connaissez-vous le montant de la AH? 903 €, je crois, et c'est beaucoup moins que le seuil de pauvreté. Et c'est une honte. Alors 903 €, peut-être augmenté depuis, mais bon, voilà. Connaissez-vous les différents types de handicap? Alors là, écoutez, je suis coincé là. Je suis coincé. Je sais pas, enfin, je les vois, mais je ne saurais pas les citer. Enfin, bon, voilà, je suis pas un spécialiste, hein, vous savez. Êtes-vous pour revenir à l'obligation de 100% logement accessible dans le neuf que la loi Elan a supprimé? Évidemment. Alors, l'argent public doit aller aux besoins publics, y compris, mais pour moi, quand même, c'est là-dessus que je veux terminer. Ça pourra se faire que par un contrôle et par la mobilisation de la population. Et donc, ce sera c'est un combat politique et social qu'il faut mener. Et là, tout le monde y a sa place. Alors, quelle que soit sa situation physique, ainsi que d'ailleurs les associations que vous représentez. Et voilà, le sens de mon combat, c'est de dire, voilà, on peut se prendre en main, on en a la force, tous. Et on fera mieux que ceux qui dirigent la société, qui la dirigent seulement en fonction des besoins privés. Merci beaucoup de votre présence, ça montre votre intérêt pour notre cause, et voilà, nous vous remercions d'être venus. Voilà, merci bien. Vous n'avez pas parlé de la déconjugalisation, ça c'est aussi un scandale. Non. C'est un scandale. Je pensais que voilà, c'est un scandale parce que d'ailleurs la ministre qui est soi-disant chargée de s'occuper du handicap, elle était contre. Elle a remis la déconjugalisation. Alors c'est une honte, quoi. C'est une honte. Merci Monsieur Meunier. Voilà. Au revoir, merci. Au revoir.